Bienvenue sur la chaîne Le Prof d'Histoire. C'est la vulgarisation de l'histoire. Si tu veux comprendre l'histoire, t'écoutes cette chaîne. L'histoire c'est partout, l'histoire c'est vivant, l'histoire ça nous entoure. Bonjour tout le monde, bienvenue sur votre chaîne, le prof d'histoire. Aujourd'hui, nous allons parler de la fin du régime français et du début du régime britannique. On est en 1760 et c'est le début du chapitre 3 d'Histoire Québec-Canada, 3e secondaire. En 1760, au mois de septembre, l'armée anglaise qui vient de gagner la ville de Québec, l'année précédente, en 1759, se dirige vers Montréal pour mettre fin à la guerre de conquête une fois pour toutes. Donc, ils arrivent pendant le printemps, se déplacent, quittent la ville de Québec, se déplacent jusqu'à la ville de Montréal et l'armée anglaise arrive à Montréal. En 1760, Montréal n'est pas protégée aussi bien que la ville de Québec l'était. Donc, l'armée anglaise est sûre de remporter cette victoire. Donc, quand l'armée française voit arriver les Anglais contrôlés, dirigés par le général Jeffrey Amherst, ils vont se rendre, capituler. On envoie un messager avec un drapeau blanc, on négocie les termes de la reddition, donc qu'est-ce qui arrive quand on va se rendre, et finalement, l'armée française va déposer les armes face au général Amherst. On va rendre nos armes, les soldats vont rendre leurs armements, vont arrêter les combats. C'est la fin de l'armée française de la Nouvelle-France, et donc c'est la fin de la Nouvelle-France tout court. Jeffrey Amherst, le général anglais, va donc contrôler le territoire pendant le temps que va durer la guerre de 7 ans. La guerre de 7 ans, c'est la guerre mondiale qui se déroule durant la période de la guerre de conquête. Ce que ça veut dire, c'est que à travers la planète, toutes les colonies anglaises et françaises sont en guerre l'une contre l'autre. Donc, la guerre entre les 13 colonies et la Nouvelle-France fait partie de la guerre de 7 ans. Donc, c'est une guerre dans la Grande Guerre mondiale. La guerre de conquête, c'est la guerre en Amérique, entre les 13 colonies et la Nouvelle-France. La guerre de 7 ans, c'est une guerre mondiale qui oppose la France à l'Angleterre. Donc, en 1760, la guerre en Amérique entre les 13 colonies et la Nouvelle-France se termine. Victoire des Anglais. Le général anglais Amherst attend que la guerre se termine en Europe. Il faut attendre 3 ans, soit en 1763, pour que la guerre de 7 ans se termine définitivement et que le roi d'Angleterre signe la paix avec le roi de France. Pendant ce temps, pendant ces 3 longues années, on parle d'un régime militaire. C'est d'ailleurs le premier terme qu'on aborde ici. Entre 1760 et 1763, c'est l'armée anglaise qui, après que Montréal se soit rendu, va contrôler le territoire en attendant que la guerre se termine en Europe. Régime militaire veut dire que le territoire est contrôlé par l'armée. Il n'y a pas de politique, il n'y a pas de gouverneur en place. Il n'y a que l'armée anglaise qui va essayer de contrôler la population française du territoire qu'ils viennent de conquérir et que les Canadiens vont devoir obéir à ces soldats britanniques. Durant ces 3 années, on parle d'un changement politique, économique, social. Le changement n'est pas majeur parce qu'il faut attendre la fin de la guerre de 7 ans pour véritablement considérer que le territoire appartient à l'Angleterre. Parce que oui, les Anglais ont gagné la Nouvelle-France, ont réussi à la vaincre, mais il se peut que après la guerre de 7 ans, il y ait une signature et une entente entre le roi de France et le roi d'Angleterre. Donc, il est possible qu'une partie de la Nouvelle-France soit redonnée à la France. Donc, par incertitude, on n'est pas trop certain, les Anglais vont attendre et ne changer le moins de choses possible pendant ces 3 années. Il faut s'imaginer quand même que le régime militaire, c'est une présence de l'armée anglaise qui va se promener à travers l'ancienne Nouvelle-France, de village en village. Ils vont désarmer la population, retirer toutes les armes en circulation, et c'est une période où presque tous les habitants dans les régions éloignées des villes possèdent des armes. L'Amérique est un endroit hostile, c'est sauvage,
On vit aussi de la chasse, donc la plupart des hommes du territoire possèdent des armes à feu pour chasser, se nourrir. Hein. Il y a très peu d'épiceries. On sort à l'extérieur avec notre arme à feu pour tirer des animaux et les manger. Donc presque tout le monde possède des armes à feu dans presque toutes les maisons. L'armée anglaise va se promener de maison en maison pour réquisitionner, prendre ses armes pour éviter que la population ne se révolte contre la présence anglaise. Donc dans une période de contrôle de l'armée et on essaie d'éviter à tout prix que la population se révolte. Après la conquête, on va offrir aux Canadiens deux options. Soit de rester sur le territoire, comme si rien ne s'était passé, ou à peu de choses près, ou de prendre leur possession et de quitter vers la France. Donc, c'est coutume à l'époque, on offre au peuple conquis des colonies de retourner dans le pays qui les possédait. Donc, dans le cas de la Nouvelle-France, l'armée anglaise va offrir aux Canadiens de quitter, de repartir vers la France. L'élite, c'est-à-dire les riches, les bourgeois, les nobles, les seigneurs, le petit pourcentage de population instruite, va choisir de quitter la colonie dorénavant anglaise. Donc, on parle de 4000 personnes qui vont décider de partir vers la France après la conquête. L'armée anglaise les laisse partir, hein, on les met sur des navires, direction la France. On parle de 4000 sur plus de 70 000 personnes, généralement les plus riches et les mieux instruits. Ceux qui vont rester, la majeure partie de la population, ce sont principalement des paysans, du monde qui sont illettrés, analphabètes, ni lire ni écrire, mais qui ont aussi toujours vécu sur le territoire de la vallée du Saint-Laurent, de la Nouvelle-France. Donc, ils n'ont jamais connu la France. Ils sont nés au Canada et ils ne connaissent pas la France. Ils ne veulent donc pas partir après la conquête vers un pays qu'ils ignorent, la France, et décident de rester sur place, tout bonnement, comme ils ont toujours vécu. Donc, l'armée anglaise se retrouve avec une population francophone qui représente 90% après la conquête. Donc, 90% des personnes qui vont habiter la nouvelle province of Québec, hein, parce qu'on va changer de nom, la Nouvelle-France va changer de nom, va changer de forme, le territoire, la frontière change, hein, la Nouvelle-France ne disparaît pas. Et ça, c'est quelque chose que je prends le temps de le mentionner, parce que c'est quelque chose que certains élèves ont de la difficulté à comprendre. Le territoire de la Nouvelle-France ne disparaît pas après la conquête. Donc, après la guerre, les Anglais gagnent, le territoire ne disparaît pas. Le territoire se modifie. Il change de nom. On change la forme, la frontière sur les cartes. Donc, toutes ces modifications-là font en sorte que la Nouvelle-France, effectivement, n'existe plus. Elle est transformée en colonie anglaise sous différentes formes, avec différents noms, avec une différente gestion politique, économie. Donc, c'est une mutation du territoire de la Nouvelle-France qui n'existe plus et qui se modifie, qui change. Donc, qui deviendra Province of Québec. Donc, dans la Province of Québec, après la conquête, 90% de la population est francophone. Donc, l'armée anglaise est inférieure en nombre et il y a au début très peu d'immigrants anglais qui viennent s'installer dans la colonie. Donc, il y a l'immigration des Canadiens, émigration, truc pour s'en souvenir, immigration, émigration, émigration, accent aigu, on parle comme d'un avion qui décolle. Émigration, on s'en va quelque part. Donc, il y a une émigration, c'est-à-dire que des Canadiens qui quittent vers la France, 4000, l'élite, ainsi de suite. Maintenant, ce qui reste, c'est principalement des paysans, des coureurs des bois, ceux qui faisaient affaire avec les Amérindiens pour le commerce de la fourrure. C'est un territoire encore majoritairement, donc, français. L'armée anglaise va contrôler cette population et va toujours essayer de négocier subtilement pour pas trop modifier leur vie, pour ne pas trop les choquer. 90% de la population, c'est énorme. Donc, l'armée anglaise est en situation de danger constamment d'une rébellion contre la présence anglaise. Donc, on négocie, on essaie de se faire apprécier du côté des Britanniques pour que les Canadiens français acceptent la présence anglaise. Après l'émigration des 4000 nobles, seigneurs, bourgeois, aristocrates, propriétaires de boutiques, de magasins, bref, l'élite qui quitte de l'Amérique vers la France,
mais la population qui demeure reste plutôt pauvre. Et il faut, par la suite, une fois qu'il y a eu cette émigration, il faut reconstruire la colonie après la guerre. Les Britanniques ont gagné cette guerre, mais ils ont détruit une bonne partie des forts, des protections du commerce de la fourrure des attaques amérindiennes. Ils ont détruit certaines villes. La majorité des champs ont été abandonnés par les fermiers canadiens durant la guerre qui se sont enrôlés dans la milice, donc se sont improvisés soldats pour défendre le territoire. Donc, pendant plusieurs années, les champs ont été laissés à eux-mêmes. On avait de la difficulté à se nourrir. Donc, les animaux, le peu d'animaux qu'il y avait dans la Nouvelle-France durant la conquête, ont été mangés par les soldats pour ne pas mourir de faim. Donc, après la conquête, quand les Britanniques ont réussi à gagner le territoire, la majorité des animaux ont été mangés durant la guerre pour éviter la famine. Et les Britanniques doivent donc reconstruire les villes qu'ils ont détruites et amener des animaux sur le territoire pour éviter une éventuelle famine. Si on nourrit pas les Canadiens qui sont restés, ils vont tous mourir de faim. On a besoin des Canadiens qui demeurent pour travailler dans les champs, pour faire de nouvelles récoltes, ramasser de la nouvelle nourriture et payer des taxes et des impôts pour éventuellement rembourser cette guerre. Parce que oui, il faut aussi rembourser la guerre. La guerre a coûté très cher à l'Angleterre qui voulait absolument la gagner. En résultat, l'Angleterre doit maintenant, par les dettes qu'elle a accumulées, rembourser. Tout ça coûte très, très cher. On l'a mentionné, l'immigration, ces 4000 Canadiens qui sont partis vers la France, c'était les plus riches. Donc, ceux qui restent, ils n'ont pas un sou. Ils n'ont pas un radis, ce sont des pauvres. Donc, qui va payer? Qui va payer cette dépense militaire et toutes ces dépenses de reconstruction de la colonie? Eh bien, ça va être les 13 colonies. Les 13 colonies vont se faire surtaxer par le roi George III, le roi d'Angleterre de cette époque. Les 13 colonies victorieuses, ils ont gagné la guerre de conquête au prix de plusieurs victimes. Plusieurs personnes sont mortes durant cette guerre. Des membres de leur famille qui se sont enrôlés dans l'armée sont morts en attaquant les Français pour gagner le territoire. Donc après la guerre de conquête, pour rembourser, le roi d'Angleterre va surtaxer, principalement sur deux aspects de la vie quotidienne que les Anglais apprécient énormément. Le thé. Le thé, les Anglais boivent du thé plusieurs fois par jour. C'est un produit de consommation que les Anglais apprécient énormément, qui vient d'Asie, que l'Angleterre transporte jusque dans ses 13 colonies anglaises d'Amérique. Le thé, donc, va être taxé. On augmente beaucoup les taxes sur le thé, ce qui fait en sorte qu'il est très dispendieux, difficilement abordable. Et on va aussi, le roi d'Angleterre va aussi faire taxer. Quand je dis le roi d'Angleterre, c'est aussi ses ministres qui l'entourent, qui lui suggèrent ses directives. Il va aussi taxer les timbres. Dans cette période, on n'a pas de téléphone, on n'a pas d'Internet, on n'a pas de texto. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on s'écrit des lettres. Donc, il y a énormément de lettres qui circulent pour ceux qui savent lire et écrire. Et on va taxer les timbres pour essayer de rembourser la guerre. Les 13 colonies vont être frustrés de la situation. Ils ont gagné la guerre, mais ils sont perdants. Ils ont perdu du monde durant la guerre. Plusieurs personnes sont mortes. Les personnes sont mortes durant les combats. Et ils ont aussi perdu au niveau économique, étant donné qu'ils doivent rembourser ce qu'ils ont gagné, ce qu'ils ont détruit. Donc, ils ont eu des morts, ils sont obligés de rembourser, ça leur coûte de l'argent, ils sont presque perdants à tout point de vue, même s'ils ont gagné officiellement la guerre. Et cette frustration des 13 colonies, des décisions du roi, va se faire sentir éventuellement avec on l'a vu dans les cours d'histoire deuxième secondaire, le fameux Boston Tea Party, où la population de Boston va se révolter contre les décisions du roi et lancer des caisses de thé à la mer pour montrer leur mécontentement. On va y revenir tantôt dans le chapitre 3. Mais tout de même, le remboursement de la guerre de conquête par cette surtaxe des timbres et du thé va créer la révolte du Boston Tea Party, éventuellement la guerre d'indépendance américaine, parce qu'ils devaient rembourser la destruction du territoire de la province of Quebec, notamment, et par certaines décisions au niveau territorial que le roi d'Angleterre, George III, va prendre, et qu'on va parler un peu plus tard, comme je l'ai mentionné tantôt.
Donc, nous sommes dans cette période entre 1760 et 1763, toujours, qu'on appelle le régime militaire, où l'armée contrôle le territoire en attendant que la guerre de 7 ans se termine en Europe. Les généraux présents anglais vont avoir des points de vue différents. Donc, vous avez Jeffrey Amherst, qui est le général qui a réussi à conquérir Montréal, qui est beaucoup plus ferme, sévère envers les vaincus, les Canadiens. Et vous avez un autre général, James Murray, qui est amoureux de la paix, qui est amoureux, moi je le dis amoureux parce que c'est une façon de s'en souvenir, là. Il n'est pas amoureux officiellement, c'est sûr, mais c'est un truc pour s'en souvenir, hein. C'est un lover, Canadian lover, il veut faire plaisir aux Canadiens, voilà. Il veut se faire apprécier des Canadiens français pour ne pas qu'ils se rebellent, simplement, essayer de montrer que la présence des Anglais est bénéfique, c'est quelque chose de bien pour eux. Donc, ça va être encore mieux que quand c'était un territoire français pour les Canadiens. Donc, James Murray veut protéger les traditions canadiennes, veut se faire apprécier des Canadiens, et vous avez de l'autre côté Jeffrey Amherst, qui lui essaie d'être plus ferme envers les Canadiens qui ont été conquis. Donc on parle d'une administration militaire de la colonie. Ce sont l'armée qui va contrôler la colonie, et certains droits français vont demeurer, donc on va les permettre, mais il va y avoir aussi certaines modifications pendant la présence, ces 3 ans de présence d'armée anglaise. Tout d'abord, on va laisser les Canadiens français continuer de pratiquer le régime seigneurial. Dans les campagnes, on va continuer à ramasser de la nourriture et payer aux seigneurs en redevance nos terres, espèce de location comme on le faisait à l'époque de la Nouvelle-France, et les seigneurs vont payer des taxes et des impôts au gouvernement qui, dorénavant, est un gouvernement anglais. Parenthèse, lorsque la colonie française se rend, lorsque la Nouvelle-France n'existe plus et que ça devient la Province of Québec, l'argent, les taxes et les impôts, hein, le but d'une colonie, souvenez-vous, est d'enrichir la métropole, ben dorénavant, la Province of Québec ne va plus envoyer sa richesse en France. Dorénavant, l'argent qu'on va accumuler avec les taxes et les impôts, les ressources vont être envoyées en Angleterre. Dorénavant, nous sommes, quand je dis nous, la vallée du Saint-Laurent devient une colonie anglaise et donc elle doit enrichir l'Angleterre. Dans le régime militaire, une des premières choses que les Anglais vont faire, c'est d'ailleurs faire prêter serment à la population au roi d'Angleterre. Donc la population va être invitée dans chaque village à venir, l'endroit au centre de chaque village, généralement c'est l'église ou la chapelle. Donc on va faire venir la population dans chaque village à l'église, l'armée anglaise est sur place, et on va faire jurer fidélité au roi d'Angleterre. Si vous voulez rester, vous, les Canadiens, sur le territoire qui, dorénavant, est anglais, vous devez prêter serment de protection et de fidélité au roi d'Angleterre. Autre chose qui va demeurer, certaines lois civiles françaises au niveau des divorces, au niveau des mariages, tout ce qui est notaire, tout ce qui est au niveau des héritages, donc, va être respecté, conservé. La religion catholique. Vous avez le droit, pendant cette période de régime militaire, hein, pendant que l'armée contrôle le territoire, durant ces 3 années, les Canadiens français vont avoir le droit de rester catholiques, aller à l'église et pratiquer leur culte. Ça paraît anodin, ça a l'air simple, pourquoi est-ce qu'ils changeraient? Mais l'Angleterre est un pays, un royaume qui est protestant. Et les protestants, qui ont une variante au niveau des catholiques, s'opposent constamment aux catholiques français. Donc, c'est 2 religions qui sont constamment en guerre pour une vision de la religion très différente. Notamment, les protestants, contrairement aux catholiques, ne pensent pas que le pape est l'élu de Dieu sur terre. Les protestants, contrairement aux catholiques, les protestants vont dire que Marie, la mère de Jésus, n'est pas vierge. Donc, ce n'est pas ce qu'on appelle l'immaculée conception, comme les catholiques le croient, que Marie était vierge, même s'il était marié, et que c'est Dieu qui lui aurait mis un enfant dans le ventre, Jésus. Les protestants ne vont pas croire non plus à l'Eucharistie. Les catholiques, eux, vont croire que durant la messe, lorsque le prêtre boit le vin et qu'il donne l'hostie, donc le pain en forme de chips sur la langue des fidèles à l'Église, eh bien, selon la croyance de l'Eucharistie, l'hostie se transforme en chair du Christ, donc en peau de Jésus dans l'estomac. Et le vin se transforme en sang de Jésus-Christ.
Donc, les protestants ne croient pas à cette transformation. Donc, d'habitude, les protestants font la guerre aux catholiques pour ces divergences de croyances. Et donc, le fait qu'on continue d'accepter sur un territoire anglais protestant la pratique de la religion catholique, c'est quand même quelque chose de gros pour l'époque, là. Et on est dans une période où la religion est essentielle. Le but sur Terre, c'est de gagner le paradis. Donc, le fait de pouvoir continuer de pratiquer sa religion, c'est quelque chose que les Canadiens français vont apprécier beaucoup. Dernier aspect aussi qu'on conserve, l'armée anglaise va accepter que toutes les maisons demeurent à leurs propriétaires. Donc, l'armée anglaise ne va pas vous chasser des maisons comme ils ont fait avec les Acadiens. Souvenez-vous, les Acadiens, l'armée anglaise, pendant la guerre de conquête notamment, ils avaient déportés. On avait pris les Acadiens de leurs maisons, on les avait dépossédés de ce qu'ils avaient, on les avait forcés à embarquer dans les navires et on les avait dispersés à travers l'Amérique. Or, c'est pas du tout ce qui se passe avec les Canadiens après la guerre de conquête. Pendant le régime militaire, on accepte que tous les Canadiens continuent de demeurer dans leur maison. Aucune maison ne sera prise de force. Et ça, c'est quelque chose de très positif chez les Canadiens qui vont apprécier. Donc, ça fait en sorte qu'on ne sent pas qu'on a perdu la guerre, on ne sent pas vraiment qu'on se fait envahir, étant donné qu'on conserve nos traditions, nos maisons, nos habitudes. Dorénavant, on va aussi obliger les colons, les miliciens, à donner leurs armes à l'armée anglaise. Donc, il n'y a plus d'armes en circulation dans la colonie, ou très peu, là. Les armes, presque tout le monde en avait à l'époque. Hein, c'est un territoire sauvage. On n'a pas d'épicerie. Hein. La plupart des colons français canadiens vont chasser dans les bois environnants pour trouver de la nourriture. L'armée anglaise va ramasser le plus d'armes à feu possible pour éviter qu'il y ait une rébellion de la population. Autre changement, dorénavant, on va enlever les lois criminelles françaises pour les remplacer par les lois militaires. Donc, dorénavant, c'est l'armée qui va décider et qui va juger de ce qui va advenir des criminels, des voleurs, des violeurs, des tueurs. Donc, ce n'est plus le gouverneur français, bien sûr, avec le conseil souverain qui va, avec l'intendant, juger des criminels. Il n'y a plus d'intendant, il n'y en a plus de gouverneur, il n'y a plus de politiciens. Tous les Français seigneurs sont partis, avec l'immigration, sont partis en France. Donc, tout ce qui reste, c'est l'armée anglaise qui contrôle tout. Donc, les lois vont être respectées, vont être faites respecter par l'armée anglaise, et les jugements, de ce qui va devenir des criminels, ben, c'est l'armée anglaise qui va le décider. La première vague d'immigration anglaise. Donc, on a parlé qu'il y a beaucoup de Canadiens, on parle de 4000 Canadiens qui ont quitté vers la France, cette fameuse élite. On a parlé que la population qui est restée sur place, ce sont surtout du monde illettré, assez pauvre, et qu'ils représentent 90% de la population. Donc, 90% de la population, ce sont des Canadiens français qui n'ont pas beaucoup d'argent et qui sont habitués de travailler pour des bourgeois. Étant donné qu'après la conquête, les Français n'ont plus le droit de s'enrichir, de posséder des commerces, de contrôler le commerce de fourrure, ben, dorénavant, c'est seulement les Anglais qui vont pouvoir s'enrichir et contrôler le commerce. Donc, il y a une espèce de première vague d'immigration, on appelle ça vague parce qu'il y en a beaucoup qui arrivent en même temps, première vague d'immigration anglaise qui est celle des bourgeois, des financiers, des hommes d'affaires qui fleurent la bonne affaire, qui viennent dans la province de Québec, dans le but principalement de prendre possession du commerce de fourrure, des commerces en général qui ont été abandonnés par l'élite française après la conquête. Donc, cette vague d'immigrants va principalement s'installer à Montréal, d'où leur surnom, les Montrealers. Les Montrealers, ce sont donc des riches bourgeois qui sont là pour s'enrichir grâce au commerce et qui vont s'approprier tout le commerce de fourrure que les Français avaient en leur possession autrefois. Ils sont là pour s'enrichir. Ils vont s'installer à Montréal, dans un endroit qui va surplomber, donc plus haut que le reste de la population canadienne-française, d'un point de vue physique aussi. Donc, où à Montréal peut-on s'installer pour être au-dessus de la population française pauvre et soumise après la conquête? Le Mont-Royal. Donc, ils vont s'installer autour du Mont-Royal, le côté ouest du Mont-Royal, le Westmount. Donc, Westmount, qui encore aujourd'hui est connu pour ses maisons très riches,
Bien, c'est la première vague d'immigration anglaise, ces riches commerçants qui vont venir s'installer dans le Westmount, construire ces immenses maisons grâce à leur fortune qu'ils ont déjà. Ce sont des Anglais qui viennent d'Angleterre, des Britanniques, ce sont des Écossais, et ce sont certains bourgeois, marchands des 13 colonies qui viennent s'installer dans le Westmount, à Montréal principalement, pour prendre possession du commerce des fourrures. Ils vont faire travailler quelques Canadiens dans le commerce de la fourrure pour eux. Dorénavant, les propriétaires de compagnies et d'entreprises vont toujours être anglais et les employés vont toujours être français. Et ces Montrealers vont faire travailler des Français au début, après la conquête, mais rapidement vont préférer faire travailler des Irlandais, ces immigrants qui vont tranquillement arriver dans la province of Québec, favorisant les Anglais plutôt que les Français. C'est donc la nouvelle bourgeoisie qui s'installe à Montréal. Les Montrealers, première vague d'immigration à se rappeler. La première constitution du Canada, la proclamation royale. Donc ça, il faut s'en souvenir jusqu'à la fin de l'année. Proclamation royale, ça se trouve être cette première constitution qui va concrétiser la conquête, faire en sorte que dorénavant, il y aura un gouvernement, comment la population va être gérée, quelles seront les nouvelles lois. Donc c'est la fin du régime militaire et c'est le début d'une politique anglaise. Qu'est-ce qu'une constitution? Une constitution, c'est un document, un morceau de papier, sur lequel est écrit les lois de base d'un pays, politique et judiciaire. Donc les lois. C'est aussi stipuler la grosseur du territoire, la forme du territoire, les frontières, le nom du territoire. Donc tout ça, on appelle ça une constitution. Contexte historique. Donc pourquoi, quand arrive cette première constitution? Nous sommes en 1763. C'est la fin de la guerre de 7 ans. Enfin, déjà depuis 3 ans, l'Amérique a été vaincue par les Anglais. En 1763, 3 ans plus tard, c'est la France qui va mettre fin à la guerre de 7 ans, va signer une paix avec l'Angleterre, une grande défaite pour la France et une grande victoire pour l'Angleterre. Donc le roi de France et le roi d'Angleterre vont signer tous deux ce papier, ce document qui est le traité de Paris. Le traité de Paris, c'est le document en Europe que l'on signe, que le roi d'Angleterre signe avec le roi de France pour mettre fin à la guerre de conquête. Ce document accepte définitivement que les colonies françaises au nord des 13 colonies appartiennent dorénavant à l'Angleterre. Donc, c'est officiellement la fin de la Nouvelle-France, une fois pour toutes. L'Angleterre est grande gagnante. La France abandonne le territoire, qui dorénavant devient anglais. C'est ça, concrètement, l'importance du traité de Paris, de la fin de la guerre de 7 ans, c'est que définitivement, une fois pour toutes, le territoire est officiellement aux Anglais et non plus à la France. Donc, fin de la Nouvelle-France, début de la Province of Québec. On appelle ça un changement d'empire aussi officiellement. Donc, la Province of Québec ou l'ancienne Nouvelle-France ne sera plus une possession de l'Empire français, mais dorénavant va être possédée par l'Empire anglais, l'Empire britannique. Donc, changement d'empire, fin de la guerre de 7 ans, et le roi d'Angleterre, grand vainqueur de la guerre de 7 ans, va signer une nouvelle constitution à sa nouvelle colonie officielle, la Province of Québec. Donc, qu'est-ce qu'on fait sur la province de Québec? Ben, on fait en sorte qu'il y a dorénavant un gouverneur, un représentant du roi, qui va venir s'établir dans la colonie. Et dorénavant, la colonie va être gérée par un conseil législatif, un conseil exécutif, qui vont aider le gouverneur à prendre des décisions. Le gouverneur qui va respecter les ordres qui proviennent d'Angleterre, du roi et de ses ministres. Donc, c'est la nouvelle structure politique qu'aura la Province of Québec, la colonie dorénavant anglaise d'Amérique du Nord. Autre changement, le territoire. Le territoire, autrefois de la Nouvelle-France, qui était immense, va se rapetisser autour de la vallée du Saint-Laurent, petit territoire dorénavant, qu'on appelle Province of Québec. Autre changement, les lois. Les lois sur ce territoire. On avait vu que James Murray, durant les 3 années après la conquête, durant le régime militaire, avait tenté de se faire apprécier des Canadiens français. Or, le roi d'Angleterre, George III, ne l'entend pas de la même manière, c'est-à-dire qu'il va être beaucoup plus sévère envers les Canadiens. Il veut s'assurer que sa colonie va demeurer une colonie anglaise avec des mœurs, des habitudes, des traditions anglaises.
Donc, il va changer les lois civiles françaises pour des lois civiles anglaises. Les mariages, les divorces, l'héritage, dorénavant, on applique des lois comme des lois qui proviennent d'Angleterre ou des 13 colonies. Ce ne sont plus des traditions françaises. Il va jusqu'à pousser l'affront face aux Canadiens, être très sévère envers eux, en retirant le droit de pratiquer la religion catholique. Dorénavant, la religion catholique sur le territoire est considérée un peu comme une secte, n'est plus une religion officielle du territoire, et donc 90% de la population se voit privée de cette pratique religieuse, ce qui va être très difficile pour eux. Autre décision aussi, drastique, sévère envers les Canadiens qui ont perdu la guerre, il y a dorénavant, les Canadiens seront obligés de faire le serment du test pour accéder à des postes de pouvoir. Donc oui, il y aura des postes de pouvoir accessibles à la population, mais si la population veut accéder à ces postes de pouvoir au niveau politique, au niveau de décision, ben, ils devront faire ce qu'on appelle le serment du test. Donc, jurer sur la Bible que vous êtes, grosso modo, protestant. Donc, renier le pape. Le pape n'est pas l'élu de Dieu. La Vierge Marie n'était pas vierge. L'Eucharistie n'est pas valide, n'existe pas. Donc, grosso modo, pour un catholique, décider de renier sa religion, c'est d'aller en enfer pour l'éternité, dans le but, tout simplement, d'atteindre un poste politique. Bref, aucun Canadien ne va accepter de faire ça. Aucun Canadien ne va renier sa religion catholique. Donc, aucun Canadien, aucun Français ne va avoir le droit de pratiquer un poste de pouvoir. C'est une façon de mettre de côté les francophones pour s'assurer que le pouvoir soit contrôlé par des Anglais protestants uniquement. Dans les campagnes aussi, il y a beaucoup de changements. Donc, le roi d'Angleterre, avec cette proclamation royale, cette nouvelle constitution, ben, dans les lois, on dit que le régime seigneurial n'a plus raison d'être, n'existera plus. Il n'y a plus de redevance au seigneur, on ne loue plus la terre. Donc, les paysans n'auront plus rien à donner au seigneur, ne sont plus obligés de le faire. Et dorénavant, toutes les nouvelles terres qui vont être construites dans la province of Québec devront être divisées en carrés, qu'on appelle des cantons, au lieu de ces seigneuries, comme les Français faisaient, sous forme de rectangles, perpendiculaires au cours d'eau, mais dorénavant, les nouvelles terres agricoles vont être divisées sous forme de carrés, comme on le fait en Angleterre, comme on le fait dans les 13 colonies, une division des terres plus anglaises. Concrètement, ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que les paysans vont pouvoir posséder la terre. Ils ne seront plus obligés de la louer à des seigneurs, comme ils faisaient autrefois depuis le Moyen Âge. Donc, il y a une espèce de changement plus moderne, une approche plus britannique dans les campagnes qui vont aussi voir ce changement. Mais le changement le plus majeur que vous devez vous souvenir, qui a été très sévère envers les Canadiens, c'est surtout la religion catholique qui est mise de côté. Ça, c'est un coup dur pour les Canadiens. C'est aussi le serment du test qui empêche les Canadiens d'accéder à des postes de décision dans la colonie. C'est les deux principaux facteurs qui montrent que le roi d'Angleterre est dur, qui est sévère envers les Canadiens, malgré le fait que James Murray, toujours présent, essaie de trouver des compromis ou de même désobéir à certains ordres du roi et certaines lois de cette nouvelle constitution qu'est la proclamation royale. La proclamation royale va aussi modifier le territoire, on l'a mentionné, petit territoire de la province of Québec autour de la vallée du Saint-Laurent, mais l'immense territoire qu'était la Nouvelle-France va être en grande partie donné aux Autochtones. Surprise des 13 colonies qui se sont battues pour gagner plus de territoire, n'auront pas plus de territoire. Le roi d'Angleterre leur en empêche. Au lieu de le donner aux 13 colonies victorieux de la guerre de conquête, ben, ce territoire va être donné aux Autochtones. Pourquoi George III, roi d'Angleterre, veut-il donner ce territoire aux Autochtones? Afin de se faire apprécier de ce qu'ils appellent des sauvages, de se faire d'apprécier des Autochtones, dans le but de s'en faire des alliés pour le commerce, des amis aussi pour la guerre et le contrôle du territoire. Est-ce que ça va fonctionner? Non. Il y aura une révolte, on va le voir prochainement, la révolte de Pontiac, mais la volonté du roi d'Angleterre de donner le territoire de la Nouvelle-France en grande partie aux Autochtones était pour se faire aimer, apprécier de eux, afin d'éviter d'éventuels conflits, combats entre les Britanniques et les Amérindiens.
Mouvement de revendication et groupe d'influence. Donc, il faut savoir que les décisions du roi d'Angleterre, George III, ne facilitent pas les choses du gouverneur Murray. James Murray, souvenez-vous, qui essaie toujours de faire cette politique de compromis avec les Canadiens français dans l'optique de se faire apprécier et de ne pas susciter une colère de 90%, je le répète, 90% de la population qui est francophone encore. Donc, cette politique de compromis, de désobéissance volontaire face aux décisions du roi d'Angleterre va créer des colères dans le groupe anglophone très influent de la province of Québec. Souvenez-vous, cette première vague d'immigrants riches, influents, les Montrealers. Donc, les Montrealers vont critiquer les décisions de James Murray, vont critiquer sa façon de faire de la politique molle, de compromis pour se faire apprécier des Canadiens. Ils vont se plaindre de plusieurs façons, en écrivant des lettres au roi d'Angleterre, mais aussi en créant 2 journaux, le journal de Gazette de Montréal, qui existe toujours, et le Mercury de Québec. Dans ces journaux, les Montrealers vont constamment se plaindre des décisions de Murray et vont revendiquer, demander plusieurs choses. Premièrement, ils demandent la fin des compromis de James Murray. Deuxièmement, ils demandent d'être plus sévères envers les Canadiens pour les assimiler, c'est-à-dire pour qu'ils arrêtent de parler français, qu'ils arrêtent d'être catholiques et qu'ils deviennent plus anglais avec une culture britannique, et qu'ils deviennent protestants et qu'ils parlent la langue anglaise. Donc, une assimilation des Français. Ils vont aussi demander même le départ de James Murray parce qu'il est considéré comme trop gentil avec les Canadiens. Et finalement, les Montrealers vont demander une chambre d'assemblée. Qui dit chambre d'assemblée dit des élus du peuple, et qui dit élu dit élection. Donc, les Montrealers vont demander une forme de démocratie, des élections, avec des Anglais, des Montrealers eux-mêmes, ces marchands britanniques, qui vont pouvoir se faire élire, constituer une chambre d'assemblée dans un parlement, qui vont voter des lois, proposer des lois au gouverneur, représentant du roi, afin de gérer, avoir une droit de gestion du territoire dans lequel il paye des taxes et des impôts. Il faut dire que la province of Québec est la seule colonie anglaise britannique qui ne possède pas encore de chambre d'assemblée. Donc, c'est quelque chose de c'est une coutume. Dans les 13 colonies, ils ont tous des chambres d'assemblée, une façon de représenter la population qui va prendre dans la colonie. Donc, ils demandent, comme les autres colonies anglaises d'Amérique, une chambre d'assemblée. Malgré le fait qu'il n'y ait pas de chambre d'assemblée, il va y avoir quand même la création de 2 partis politiques. Le British Party, premièrement. British Party ce sont les Montrealers. Ce sont un parti politique qui demande le départ de Murray, d'être plus sévère envers les Canadiens, de devenir une colonie plus britannique qu'une colonie française comme elle l'est en 1763. Autre groupe de pression politique, il y a le British Party, on l'a mentionné, mais il y a aussi le French Party qui s'oppose au British. French, français, donc le parti français, French Party, qui est constitué, malgré son nom qui dit français, est constitué d'anglais, principalement, des soldats, officiers, généraux, lieutenants, sergents de l'armée britannique. Qu'est-ce qu'ils prônent, le French Party? Ils veulent continuer cette politique de compromis, continuer de donner des concessions aux Canadiens français, continuer de leur laisser parler la langue française à ces Canadiens, de pratiquer leur religion catholique, dans le but d'éviter une révolte ou même une nouvelle guerre. Donc, l'armée anglaise veut éviter cette guerre à tout prix. Elle sait que, stratégiquement et militairement parlant, 90% de la population qui pourrait se rebeller veut dire une guerre qui peut durer longtemps. Donc, ils veulent éviter cette guerre et continuer à donner des cadeaux aux Canadiens pour ne pas qu'ils se rebellent. Donc, d'un côté, les British Party qui demandent au roi d'être plus sévère, et de l'autre, le French Party qui demande au roi d'être plus clément, plus gentil avec les Canadiens, dans le but d'éviter une éventuelle révolte. Et révolte, il y en aura. Non pas des Canadiens français, mais bien des Autochtones. Un chef autochtone de la région des Grands Lacs, appelé Pontiac, va réussir à convaincre les nations autochtones de s'unir pour chasser les Britanniques d'Amérique afin qu'il y ait un retour d'une colonie française, le retour de la Nouvelle-France, afin de continuer le commerce comme on faisait depuis plus de 200 ans bientôt. Donc, essayer de changer l'issue de la guerre de conquête, faire une nouvelle guerre pour le retour de la France.
Pontiac et les Autochtones se rebellent contre les Britanniques parce que malgré le fait que le roi Georges III ait donné un immense territoire, presque l'entièreté de l'ancienne Nouvelle-France aux nations indiennes, aux nations autochtones, ils sont quand même pas satisfaits. Ben, première des choses, Georges III, avec la proclamation royale, va faire en sorte que les Autochtones, pour la première fois de l'histoire, aient des droits. Donc, dorénavant, il y a un droit en tant qu'Amérindiens. Les Autochtones auront certaines lois qui vont les protéger, qui vont protéger leurs territoires qui leur sont donnés. Ils ne sont plus considérés comme des semi-hommes ou même des animaux, comme la plupart des Européens considèrent, mais bien comme des humains avec des droits judiciaires. Tout de même, comment avez-vous pu mêler votre sang à celui de ce sauvage? On ne regarde pas comme sauvage l'homme qui partage votre malheur. C'est grâce à Manny que j'ai pu échapper aux Anglais après la bataille de Trois-Rivières. Je les croyais cannibales, ces animaux-là, moi. Eh bien, comme vous pouvez le voir, monsieur l'intendant, Manny n'est pas un animal. Pourrais-tu te reproduire avec une femme de notre race? Les Indiens ont couché avec des blanches, il y a même eu des enfants. Ce qui prouve que nous sommes de la même espèce. C'est vite dit, ça. Ça, c'est important dans l'histoire du Québec-Canada. La proclamation royale fait en sorte que les Autochtones ont des droits territoriaux. Le territoire leur appartient. Les premiers ministres qui l'ont précédé et les futurs premiers ministres du Canada devront constamment négocier avec les Autochtones qui ont des droits, qui ont même des possessions, qui ont des territoires qui leur appartiennent, sur lesquels le Canada a construit des villes. Donc, à partir de la proclamation royale, les Autochtones ont des droits. Malgré ça, ils se rebellent quand même, malgré le fait que le roi d'Angleterre, Georges III, leur ait donné un grand territoire, des droits, tout de même, ils vont se rebeller. Pourquoi? Eh bien, les gouverneurs britanniques et les 13 colonies ne respectent pas les droits autochtones et considèrent les Autochtones comme un peuple vaincu. Donc, ils vont constamment venir à l'encontre des lois qui protègent les Autochtones, vont quand même posséder ou s'approprier le territoire des Autochtones qui devait être respecté, ce qui soulève une colère chez les Autochtones qui ne se sentent pas respectés malgré ce qu'on écrit sur le document de la proclamation royale. Dans les faits, concrètement, en vérité, les Anglais profitent de leurs terres et profitent de leur situation après la guerre. Donc, les Autochtones qui font le commerce de fourrure, généralement avec les Français, ne peuvent plus le faire avec les francophones, étant donné que dorénavant, on l'a mentionné, le commerce, c'est l'histoire des Anglais. Donc, ce sont seulement les Anglais, après la conquête, qui ont le droit de faire du commerce de fourrure. Les Autochtones vont donc devoir échanger avec les Britanniques de la province of Québec, les Montrealers, ou d'échanger la fourrure avec les 13 colonies anglaises. Les Anglais vont profiter de la situation pour demander beaucoup de fourrure pour très peu d'objets en échange. Donc, les Amérindiens se sentent un peu profiter, il y a une espèce de profit envers eux. Les Britanniques profitent des Autochtones. Ils savent qu'ils ne peuvent pas aller échanger avec les Français s'ils sont pas contents. T'es Amérindien, tu veux changer ta fourrure, tu vas voir un marchand britannique, parce que dorénavant, ce sont seulement des marchands anglais. Tu veux changer ta fourrure. Ils vont te demander 2 fois, 3 fois plus de fourrure pour le même objet métallique. Choqué, frustré, l'Autochtone va se plaindre. Et les marchands britanniques vont leur dire, si t'es pas content, va marchander avec les Français. Oh, c'est vrai. On a gagné la guerre, et il n'y en a plus. Tu n'as plus le choix de faire affaire avec nous, donc tu vas négocier, tu vas accepter les prix qu'on va te négocier, puis tu n'as pas l'autre choix, sinon il n'y a personne qui va l'acheter ta fourrure, qui va l'échanger ta fourrure. Donc, il y a une espèce de sentiment de contrainte que les Autochtones vont subir après la conquête. Les Britanniques vont en profiter, vont abuser des Autochtones, vont faire un commerce qui n'est pas juste, qui n'est pas équitable, et les Autochtones frustrés vont vouloir le retour des Français qui étaient plus cléments, plus justes dans les échanges commerciaux de fourrure. Donc, à cause du contexte économique, que les Britanniques vont profiter de la situation pour les fourrures autochtones, dû aussi aux décisions du territoire qui n'est pas respecté chez les Anglais, dû au fait que certaines lois qu'on donne, certains droits qu'on donne aux Autochtones n'est pas respecté non plus par les gouverneurs anglais, ben, tout ça fait en sorte qu'il y a une colère chez les Autochtones et Pontiac va réussir à convaincre les nations de s'unir pour créer une grande armée pour libérer l'Amérique des Anglais et pour un retour de l'Amérique française. Pontiac va demander aux Canadiens de se joindre aux rébellions, mais les Français vont refuser. Les Canadiens français ne veulent pas se joindre à la bataille parce que l'Église catholique leur interdit de le faire.
l'Église catholique va interdire les Canadiens de participer aux rébellions de Pontiac, sous prétexte qu'il faut obéir dorénavant au roi d'Angleterre, qu'on a prêté serment, mais aussi que si on ne participe pas en tant que Canadiens français aux rébellions de Pontiac pour aider les Amérindiens à chasser les Britanniques, ben en échange, le roi d'Angleterre va être content et va sûrement nous récompenser en nous donnant le droit, redonnant le droit de pouvoir pratiquer la religion catholique. Donc, on espère, en évitant de se battre contre l'Angleterre, que l'Angleterre nous remercie en nous redonnant le droit de pratiquer la religion catholique. C'est ce que l'Église va essayer de jouer comme négociation avec la population. Les Canadiens français ne participeront pas, même si c'est pour leur bien personnel que les Pontiac veulent faire sa rébellion, ben, les Canadiens ne participeront pas, parce que l'Église leur en empêche, sous menace d'excommunion, de se faire bannir de la religion catholique et de brûler dans l'enfer pour les flammes de l'éternité. Donc, aucun Canadien français ne va participer à ces rébellions de Pontiac. Les rébellions de Pontiac vont durer de 1763, donc à la signature de la proclamation royale, jusqu'en 1766. 3 ans de combat dans les forêts d'Amérique entre les nations autochtones, la majorité des nations autochtones et les troupes de l'armée britannique et les commerçants de fourrure britannique. Donc, c'est 3 ans de guerre qui vont se terminer par une signature de la paix. Pontiac va finalement se rendre, étant donné que son armée est gravement malade. Des épidémies, des maladies européennes font beaucoup de morts du côté des Amérindiens. Les Autochtones, qui ont perdu beaucoup de monde dû à ces épidémies et maladies, sont de moins en moins forts, de moins en moins nombreux. L'armée anglaise a résisté aux attaques de Pontiac. Et finalement, une paix est signée. D'autant plus que les Britanniques vont payer un proche, probablement un des meilleurs amis de Pontiac, qui va l'assassiner, payé par les Anglais. Donc, c'est la fin de Pontiac, c'est la fin des rébellions. Le roi d'Angleterre a apprécié, George III, roi d'Angleterre, a apprécié le fait que les Canadiens français n'ont pas participé aux rébellions. C'est un point gagné en faveur des Canadiens qui se font apprécier de plus en plus du roi anglais. Donc, de 1763 à 1774, on est dans une décennie de négociations entre la politique britannique de la province of Québec et les habitudes et traditions des Canadiens francophones. On est aussi dans une période de remboursement. On est aussi dans une période de reconstruction de la colonie. 500 maisons ont été détruites durant la guerre de conquête à Québec seulement. Il faut reconstruire la ville de Québec. C'est pendant ces 10 années de 1763 à 1774 que va être reconstruite la ville. On importe les animaux d'Angleterre vers la province of Québec. Les fermes sont reconstruites. La population animale va augmenter. Et on essaie de redevenir le plus normal possible, d'éviter la famine. Et il faut aussi rembourser la guerre de conquête. Donc, les Canadiens ne pouvant pas, étant trop pauvres, rembourser la guerre de conquête qu'ils ont perdue, ben c'est les 13 colonies, comme mentionné plus tôt, qui vont payer grâce à des taxes et des impôts que le roi d'Angleterre va élever de plus en plus dans les 13 colonies. Taxes qui vont être principalement augmentées dans l'achat des timbres pour communiquer entre eux avec la poste, seul moyen de communication à distance à l'époque, mis à part le voyage. Et vous avez aussi les taxes sur le thé. Thé qui est consommé 3 à 4 fois par jour, tradition anglaise dans les 13 colonies. Donc, en taxant le thé, on va aller chercher beaucoup d'argent dans les poches des colons des 13 colonies. Frustration des 13 colonies anglaises qui n'acceptent pas que le territoire qu'ils ont conquis, gagné après la guerre de conquête, soit donné aux Amérindiens, aux Autochtones, en plus qu'ils aient fait une révolte avec Pontiac. Donc, les 13 colonies n'ont pas vu leur territoire augmenter. Ça a été donné aux Autochtones qui se sont révoltés contre le roi. Les 13 colonies n'ont pas gagné de territoire, ils n'ont pas non plus eu de richesse, étant donné que l'élite française est repartie en France après la conquête. Ils ont en plus perdu plusieurs membres de leur famille pendant la guerre de conquête. Il y a des cousins, des frères, des parents qui sont morts durant la guerre de conquête contre les Français. Donc, en plus d'avoir perdu des membres de leur famille, des amis, ils n'ont pas gagné plus de territoire, ils n'ont pas gagné plus d'argent. En plus, ils doivent rembourser cette guerre-là. Donc, ils sont perdants. Les 13 colonies sont perdantes à tous les niveaux. À tous les niveaux. Frustration, là, ils surtaxés avec aucun avantage après avoir gagné la guerre, bien, ils vont commencer à se révolter, manifester leur colère face aux décisions du roi d'Angleterre.
J'ai perdu presque entièrement l'ouïe et ma jambe gauche en me battant pour la couronne contre les Français et les Indiens. Et comment le roi Georges me récompense? Eh bien, en me coupant l'autre jambe avec ses tacles au roi Georges, qu'il ne sera pas prêt d'oublier. Le roi d'Angleterre, George III, n'apprécie pas beaucoup la frustration des 13 colonies. Le roi représente Dieu sur terre, donc en voyant les 13 colonies faire des manifestations dans les rues, brûler des mannequins qui représentent le roi dans les rues de Boston, de Philadelphie, bien, il y a une espèce de mouvement populaire contre le roi et en Amérique, et le roi, frustré, décide de troller, véritablement, faire un pied de nez, ridiculiser les 13 colonies pour montrer sa toute-puissance en accordant davantage de territoire, pas aux 13 colonies, à la province de Québec et aux Canadiens français. Contre toute attente, le roi d'Angleterre, George III, décide à partir de 1774 de faire une nouvelle constitution dans la province de Québec. Donc on enlève la constitution de la proclamation royale, qui se voulait très sévère, très dure face aux Canadiens, et on la remplace par une constitution qui va venir récompenser les Canadiens de leur engagement envers l'Angleterre, de leur volonté à obéir aux lois britanniques, et aussi les récompenser de ne pas avoir participé à la révolte de Pontiac, à être obéissants et à ne pas se révolter contre les décisions du roi. Donc, pour faire contraste avec les 13 colonies, la province of Québec se veut très obéissante, ne se révolte pas, refuse de participer à des rébellions armées qui auraient pu libérer la province of Québec de la présence anglaise, et donc, on les récompense. Le roi d'Angleterre leur donne une grande partie d'un territoire qui leur appartenait autrefois, une grande partie de l'ancienne Nouvelle-France. Donc, les 13 colonies qui ont gagné la guerre se voient aucunement donner de territoire, de nouveaux territoires, le but même de la guerre de conquête, et voient à la place les Canadiens gagner le territoire qu'ils voulaient absolument avoir. Donc, la nouvelle constitution, l'Acte de Québec, va venir remplacer l'ancienne constitution, la proclamation royale, signée, souvenez-vous, en 1763, qui était très dure, très sévère, et l'Acte de Québec, la nouvelle constitution, signée en 1774 par le roi d'Angleterre, va venir récompenser les Canadiens, leur donner de nouveaux territoires, et même redonner les droits qu'ils avaient autrefois. L'Église a réussi à convaincre donc les gouverneurs britanniques de leur contrôle envers la population pour éviter les révoltes, et en échange, le gouvernement britannique donne aux Canadiens l'autorisation de pratiquer la religion catholique, d'avoir la dîme, souvenez-vous, cette taxe, les taxes de l'Église, et vont avoir le droit de pouvoir pratiquer le régime seigneurial comme ils le faisaient autrefois. Donc, l'Acte de Québec est cette nouvelle constitution qui donne tout aux Canadiens, les remercie, nouveaux territoires, droit de pratiquer leur langue française, leur religion catholique. Les Canadiens gagnent tout, contrairement aux 13 colonies qui ne gagnent rien et qui se font surtaxer. Les 13 colonies vont essayer de charmer la province of Québec en essayant de les convaincre de participer à une éventuelle rébellion armée, cette espèce de guerre d'indépendance pour que les 13 colonies, 14 avec la province de Québec si elles veulent se joindre, créent un nouveau pays, créer un pays indépendant d'un gouvernement royal, créer un pays avec une démocratie, un pays, les États-Unis d'Amérique. Donc, les 13 colonies proposent à la province de Québec de se joindre à la rébellion pour éventuellement créer un pays avec. Si les Canadiens avaient accepté à cette époque, il n'y aurait jamais eu de Canada, fort probablement qu'il n'y aurait eu que les États-Unis d'Amérique qui auraient fait du Mexique jusqu'au nord complètement de l'hémisphère. Les 13 colonies vont aller jusqu'à demander à 3 reprises l'aide de la province de Québec durant la guerre d'indépendance, et à 3 reprises, la population canadienne, française refuse de participer à la guerre d'indépendance, décide de rester dans l'Empire britannique et ne feront pas partie du projet qu'est les États-Unis d'Amérique. Ils ne participent pas les Canadiens parce qu'ils sont contents de cette nouvelle constitution, ils ont le droit de conserver leur langue française, leur culture, leur tradition, bref, ils ont tout gagné, ils n'ont donc que tout à perdre. La seule chose que les Canadiens n'ont pas le droit ou ont perdu, c'est le droit de s'enrichir et de faire du commerce. Mais sinon, ils ne payent très peu de taxes et d'impôts étant donné qu'ils sont relativement pauvres, donc ils sont même défendus par l'Angleterre, l'armée anglaise les protège. Bref, ils sont grands gagnants grâce à cette nouvelle constitution de 1774.
Étant donné que le Canada, la province of Québec, ne se rejoint pas aux 13 colonies, comme mentionné, elle devient ennemie des futurs États-Unis, et donc les 13 colonies attaquent la province of Québec. Déjà à partir du début de la guerre d'indépendance américaine, à partir de 1774, il y a plusieurs attaques à la frontière de la province of Québec. Les 13 colonies essaient d'éviter que l'armée anglaise vienne s'installer à Québec pour pouvoir descendre vers le sud, attaquer les 13 colonies. En 1775, le général des 13 colonies, le général américain Montgomery, attaque le fort Saint-Jean, surprend donc l'armée canadienne et le général britannique, qui est aussi le gouverneur de la province of Québec, Guy Carleton, est surpris par cette attaque et doit se replier avec l'armée britannique jusqu'à Québec. Montréal va donc rapidement être pris par les Américains. À partir de 1775, Montréal appartient aux 13 colonies américaines. En 1775, contre toute attente, les 13 colonies donc attaquent la province of Québec. Le général américain Montgomery attaque le fort Saint-Jean. Surpris, le chef de l'armée britannique de la province of Québec, mais aussi gouverneur à cette époque, Guy Carleton est surpris par l'attaque des Américains et va se retirer avec l'armée britannique jusqu'à la ville de Québec et abandonne donc la protection de Montréal. Les Américains vont aller conquérir Montréal en 1775 et vont donc par la suite attaquer Québec. Québec ne va pas tomber durant l'hiver de 1775. Guy Carleton et les Britanniques réussissent à résister à l'attaque des Américains qui devront retourner vers Montréal. Montréal va donc rester pendant près d'un an sous contrôle des 13 colonies, sous contrôle des Américains, et les Britanniques vont finalement, à partir de 1776, reprendre la ville de Montréal et protéger la colonie britannique. Malgré le fait que l'Empire britannique soit l'empire le plus puissant de la planète durant la guerre d'indépendance américaine, qui va se terminer en 1783, eh bien, elle va perdre ces 13 colonies. Les 13 colonies vont devenir victorieuses, vont devenir un pays indépendant, ils vont devenir les États-Unis d'Amérique. Souvenez-vous, choqués de payer, rembourser la guerre de conquête, humiliés de ne pas avoir eu davantage de territoire et pieds de nez du roi George III qui avait décidé avec l'acte de Québec de tout redonner aux Canadiens, bien les 13 colonies ont réussi leur tentative, vont devenir les États-Unis d'Amérique, un pays démocratique. Comment les 13 colonies d'Amérique ont-ils réussi à vaincre la plus grande puissance militaire du monde entier à l'époque, l'Angleterre? Eh bien, c'est grâce aux Français. Effectivement, le roi de France de cette époque, Louis XVI, décide d'investir dans la guerre d'indépendance américaine, aider les 13 colonies à se séparer de l'Angleterre, de l'Empire britannique, parce que la France a, souvenez-vous, toujours cette rancœur d'avoir perdu la Nouvelle-France aux Anglais. Eh bien, si les Français ont perdu l'Amérique, bien les Français vont faire perdre l'Amérique aux Anglais aussi. Donc, pour la France, c'est une façon de se sauver la face, sauver l'honneur et aider les 13 colonies à se séparer de l'Angleterre pour que l'Angleterre perde ses colonies d'Amérique. Le roi Louis XVI investit tellement d'argent pour aider les Américains à gagner la guerre qu'il va ruiner le royaume de France et éventuellement va créer la Révolution française, la fin de la monarchie française en se faisant guillotiner. Donc, c'est l'histoire de Louis XVI, la volonté d'aider les Américains à se séparer. C'est donc une victoire des 13 colonies qui devient les États-Unis. Et donc, une nouvelle frontière va être créée. Il va y avoir une nouvelle constitution. Parce que qui dit nouvelle frontière, dit nouveau contour sur une carte, dit changement géographique, changement politique, changement aussi au niveau des décisions économiques. Donc, il y a une nouvelle constitution. L'acte de Québec n'aura duré que très peu de temps, étant donné qu'il y aura une nouvelle grande vague d'immigrants anglais qui va arriver dans la province of Québec. Ces immigrants arrivent des 13 colonies, nouvellement États-Unis. Durant cette révolution américaine, il y a une population qui demeure fidèle, qui ne veut pas participer aux rébellions, qui ne veulent pas devenir autonomes, qui ne veulent pas créer un pays, qui veulent rester avec le roi d'Angleterre, qui veulent rester loyaux, fidèles et loyaux au roi d'Angleterre, à l'Empire britannique. Et on va d'ailleurs les appeler les loyalistes. Donc, ces loyalistes, ce sont des habitants des 13 colonies qui ne veulent pas se séparer de l'Angleterre, qui veulent rester dans l'Empire britannique et qui vont chercher un endroit qui va rester
avec l'Angleterre, et donc la Province of Québec demeure une des seules options qu'ils ont. Ils vont donc déménager, quitter les États-Unis, ils sont en provenance d'un peu partout, de la Caroline du Nord, du New Hampshire, de la Virginie, du Massachusetts, de l'État de New York. Ils vont tous se diriger, ils vont déménager avec leurs chariots, les chevaux, leurs possessions, pendant plusieurs kilomètres de distance, migrer comme ça vers le nord de l'Amérique, vers la Province of Québec et habiter dans ce territoire autour de la vallée du Saint-Laurent et des Grands Lacs. Donc, ils sont plusieurs milliers de personnes qui déménagent comme ça des 13 colonies vers la Province of Québec, territoire qui reste britannique, qui reste anglais. Ils vont venir s'installer ici, et étant donné qu'ils sont si nombreux, bien, ils vont commencer à changer la proportion par rapport aux Anglais et aux Français dans la Province of Québec. Ça crée une nouvelle vague d'immigration, deuxième vague. Première était les Montrealers, souvenez-vous. Deuxième vague d'immigration, durant la guerre d'indépendance américaine, ce sont les loyalistes. Les fidèles, les loyaux envers l'Angleterre vont déménager, avec des charrettes, des chevaux, même par navire, vont quitter les 13 colonies et se déplacer vers le nord, vers la Province of Québec. Ils vont aller chercher des terres qui ne sont pas encore occupées par les francophones. Ils vont aller vivre dans des régions encore sauvages où il y a plusieurs nations autochtones déjà présentes, principalement autour des Grands Lacs, qui deviendrait éventuellement la province de l'Ontario, mais aussi sur le bord de la frontière de la Province of Québec et des 13 colonies, c'est-à-dire la région actuelle des cantons de l'Est, et aussi dans les Maritimes. Donc, les loyalistes, en provenance des 13 colonies, viennent s'installer dans la Province of Québec. Ils sont plusieurs dizaines de milliers à venir s'installer dans la Province of Québec, ce qui va changer un peu l'équilibre du pourcentage français-anglais dans la province. Beaucoup plus d'anglais dorénavant, en pourcentage, ça compte. On parle de 46 000 loyalistes durant la guerre qui se déplacent vers le nord, et même certains miliciens, mercenaires, je devrais dire, mercenaires allemands qui travaillaient pour les Britanniques, qui vont aussi venir émigrer dans la Province of Québec, et qui va venir changer comme ça un peu l'ethnicité de la province. Donc la guerre d'indépendance américaine se termine en 1783. Il y a un autre traité de Paris qui va être signé entre les 13 colonies, dorénavant les États-Unis et l'Angleterre. En France, ils vont signer ça en France pour mettre fin à la guerre d'indépendance. Dorénavant, les États-Unis auront donc une nouvelle frontière. Une partie de la Province of Québec, souvenez-vous qu'elle avait grossi grâce à l'acte de Québec, va être donné aux Américains qui ont gagné la guerre. Donc, si on redessine la carte et qu'on refait la frontière, on dit donc qu'on doit refaire une nouvelle constitution. Donc, c'est la fin de l'acte de Québec qui avait été si favorable envers les Canadiens, et on va éventuellement faire une nouvelle constitution avec ces nouvelles frontières, ces nouvelles cartes et cette nouvelle population de loyalistes qui arrive par plusieurs dizaines de milliers, avec une nouvelle constitution qui va venir diviser la colonie en deux. Lorsque les loyalistes viennent s'installer dans la région des Grands Lacs et au sud de la Province of Québec, près de la frontière américaine, eh bien, ça va créer aussi une nouvelle richesse. Les loyalistes arrivent, on parle à peu près du 1/5 de la population des États-Unis qui sont loyalistes, loyales à l'Angleterre, qui vont venir déménager dans une grande partie dans la Province of Québec. Donc, ils vont venir avec leurs biens matériels, mais aussi avec leur richesse personnelle. Et plusieurs loyalistes sont très riches et vont investir dans les entreprises déjà existantes et même en créer de nouvelles. En 1783, la fin de la guerre d'indépendance américaine, les loyalistes arrivent sur le territoire et se rendent compte que le commerce de fourrure est contrôlé principalement par les Montrealers et par une seule compagnie de fourrure qui a tout le monopole. Et souvenez-vous, qui profite des Autochtones. Cette compagnie, elle s'appelle la compagnie de la baie du Tson. Lorsque les loyalistes arrivent donc dans la province of Québec, se rendent compte du potentiel qui existe de créer une nouvelle compagnie de fourrure qui va venir compétitionner avec l'ambitieuse compagnie de la baie du Tson, compagnie de la baie qui existe encore aujourd'hui dans la plupart des mailles du Québec. Ils vont commencer à rivaliser en créant une nouvelle compagnie. Les loyalistes vont donc créer la compagnie du Nord-Ouest. Compagnie du Nord-Ouest qui se veut une compagnie qui va faire compétition avec la compagnie la baie. Compagnie du Nord-Ouest, payée principalement par les nouveaux arrivants loyalistes, mais aussi par quelques Irlandais et Écossais,
vont commencer à explorer l'Ouest canadien, trouver de nouvelles nations autochtones, de nouveaux territoires dans lesquels pouvoir faire du marchandage, du troc avec les Autochtones afin d'obtenir ces fourrures. Fourrures qui sont de moins en moins populaires en Europe à partir des années 1800, mais tout de même qui va demeurer très payante. Donc, avec l'arrivée de cette nouvelle compétition entre la Compagnie du Nord-Ouest et la Compagnie de la baie du Son, on a une nouvelle tentative d'exploration vers l'ouest du territoire. On va commencer à de plus en plus explorer les cours d'eau, les canaux, en utilisant quelques éclaireurs français, des commerçants de fourrure britanniques, mais des employés écossais et irlandais. Et comme ça, on va construire des postes de traite tout autour des cours d'eau, des rivières, jusque dans le centre vraiment du territoire américain. C'est la course vers l'ouest aussi chez les Américains. Les États-Unis est un nouveau pays, donc ils vont eux aussi vouloir prendre de plus en plus d'expansion vers l'ouest. Ils ont enfin cette espèce de territoire qui appartenait longtemps aux Français, qui a après appartenu, souvenez-vous, aux Autochtones grâce aux décisions du roi d'Angleterre, et qui dorénavant, grâce à la guerre d'indépendance américaine, leur appartient. Donc ce territoire qui dorénavant leur appartient, leur ouvre les portes de l'ouest. Et c'est la conquête de l'Ouest, cette exploration le plus rapidement possible afin d'agrandir leur territoire et d'éviter que les Canadiens passent par le nord pour aller se l'approprier. Donc, les compagnies de fourrure vont faire de grandes explorations, découvrir de nouvelles nations autochtones, et cette rivalité entre les deux entreprises, Compagnie du Nord-Ouest et Compagnie de la baie du Son, va créer même jusqu'à des conflits armés. Les représentants des deux compagnies se tirent les uns contre les autres, d'un poste de traite vers un autre, d'un bord de rivière vers l'autre, durant ces échanges de fourrure. Ce n'est qu'en 1821, après s'être mutuellement appauvris à force de se faire une compétition sauvage, qu'ils vont fusionner. Ils se sont appauvris parce que si la Compagnie du Nord-Ouest leur offrait 4 fourrures pour, je sais pas moi, un chaudron, ben la Compagnie Labbé va leur proposer 3 fourrures pour le chaudron. Les Amérindiens n'auront d'autre choix que d'aller revoir la Compagnie Labbé pour leur mentionner que dorénavant, c'est 2 fourrures pour un chaudron, vont descendre à 1 fourrure pour un chaudron, bref, vont comme ça constamment se faire compétition, demander de moins en moins de fourrures pour de plus en plus d'objets. Résultat, les deux compagnies vont comme ça, à force de se faire compétition, donner de plus en plus d'objets aux Autochtones qui vont bénéficier de la compétition et s'appauvrir toujours plus en obtenant moins de fourrures. Fin de cette compétition, de cette rivalité, 1821, fusion. Les deux compagnies décident de créer qu'une seule compagnie pour reprendre le commerce de fourrure, d'arrêter la compétition, de continuer de profiter des Autochtones comme autrefois et de s'enrichir davantage. Et donc, vont décider de garder le nom de la plus vieille des deux compagnies, la Compagnie de la baie qui existe encore aujourd'hui, et donc une fusion de la Compagnie du Nord-Ouest qui appartenait aux loyalistes majoritairement, et la Compagnie Labbé, qui appartenait en partie aux Montrealers, qui s'unissent tous ensemble pour former une seule et grande compagnie, la baie du Son. Durant cette période de compétition entre les deux compagnies de fourrure, bien, vous avez les Canadiens français qui sont en grande majorité exclus du commerce. Les Britanniques ne veulent pas les intégrer, et donc ils vont devoir trouver de nouvelles façons de s'enrichir. La majeure partie des Canadiens français, donc, abandonnés par le commerce de la fourrure, vont se replier, se créer de nouvelles carrières dans l'agriculture. Donc, les Canadiens français retournent vers les campagnes, créent des champs et deviennent agriculteurs. Il y aura une espèce de révolution au niveau de l'agriculture. On change les techniques agricoles de plus en plus. On est plus performant au niveau de la production. Donc, on a de plus en plus de légumes à vendre, on a de plus en plus de troupeaux, et dorénavant, il n'y a plus que de l'agriculture de subsistance comme il y avait autrefois. Dorénavant, il y a de l'agriculture avec des surplus. Donc, on a un peu plus de nourriture que ce qu'on a de besoin pour subvenir à nos besoins. Les paysans ne vont plus seulement récolter pour se nourrir eux-mêmes, ils vont avoir de plus en plus de nourriture et vont pouvoir vendre ces surplus, vendre sur le marché. Et donc, il y aura une espèce d'économie qui va se créer face au commerce agricole. On va faire de l'argent avec les campagnes, avec les paysans. Par ce retour des hommes dans les campagnes à leurs familles, à leurs femmes, eh bien, vient aussi le taux de natalité qui augmente. C'est-à-dire que vu que les hommes sont dorénavant à la maison, ils ne partent plus pendant de nombreux mois dans la forêt à échanger des fourrures, ils restent dans leur maison avec leurs femmes.
eh bien, ils vont faire beaucoup d'enfants. Dans la province of Québec, les Canadiens français vont avoir un des plus hauts taux de natalité au monde. C'est eux qui font le plus d'enfants. C'est des familles de 15, 20 enfants qui vont apparaître après la guerre de conquête parce que les Canadiens français restent dans leur maison, dans les campagnes, et n'ont pas beaucoup d'autres activités que d'avoir des relations sexuelles avec leurs épouses. D'ailleurs, c'est ce qu'on appelle les obligations du mariage. Après le mariage, la religion catholique oblige les femmes à avoir le plus d'enfants possible. C'est le devoir qu'elles ont, le devoir conjugal. Donc, les prêtres font le tour constamment des maisons, des paroisses, cognent à chaque maison, demandent aux femmes qui n'ont pas eu d'enfants depuis plusieurs mois, qu'est-ce que t'attends, c'est ton devoir, vous devriez être plus actifs pour avoir le plus d'enfants possible. C'est l'objectif de votre présence sur Terre et de votre union devant l'Église, faire le plus d'enfants. Et donc, les Canadiens étant très obéissants envers l'Église, vont avoir énormément d'enfants. Donc, malgré le fait que le territoire appartienne aux Anglais, malgré le fait qu'il n'y a plus d'immigration française, il y a quand même une augmentation de la population francophone due à la quantité de bébés que les familles produisent dans leur vie. Donc, on parle d'une explosion démographique, une explosion de bébés qui vont naître après la guerre de conquête, et une diminution, par contre, de la population autochtone. La révolte de Pontiac, certaines épidémies, des maladies ont fait en sorte que les populations des Premières Nations, des Autochtones, a diminué. Et la population des Anglais, elle aussi, augmente. Les Montrealers, qui étaient quelques milliers, par la suite, plus de 46 000 loyalistes arrivent après la guerre d'indépendance américaine. Donc, une espèce d'augmentation aussi de la population anglaise. Donc, au niveau de la population de la province of Québec, elle est en augmentation en général, mais malgré le fait qu'il n'y a plus d'immigrants français, il y a quand même une augmentation fulgurante de la quantité de francophones due aux naissances dans les campagnes. En à peine 30 ans, on parle d'environ 100 000 nouveaux francophones dus aux nombreuses naissances des Canadiens français. Et donc, dans les campagnes, on parle d'une surpopulation éventuellement qui devra donc se trouver de nouvelles terres à cultiver et de nouvelles régions à développer pour pouvoir propager comme ça la population qui est de plus en plus nombreuse. Donc, l'Église catholique répond au mandat, contrôle la population au niveau des naissances, oui, mais surtout au niveau politique. L'Église catholique empêche les Canadiens de participer aux rébellions de Pontiac, empêche les Canadiens français de participer à la guerre d'indépendance américaine. L'Église catholique est donc un outil efficace pour la politique des Anglais, qui vont continuer d'accepter cette religion en place en échange du contrôle de la population. L'Église catholique, en plus de contrôler la population, va offrir des services. Elle va être en charge de l'éducation d'une partie de la population. Donc, on va apprendre à lire, à compter, à éduquer certains, surtout au niveau catéchisme, à apprendre la Bible pour la population, mais aussi, on va la soigner. L'Église est aussi en charge des hôpitaux pour soigner aussi bien les Anglais que les Français dans la province of Québec. Donc, c'est une époque, une période où la dîme, cette taxe d'église, sert entre autres à offrir ces services à la population. Nous ne sommes pas encore à l'époque où c'est le gouvernement qui s'occupe des hôpitaux et qui s'occupe des écoles. C'est l'époque de l'Église, donc qui va réussir à financer, payer tous ces services grâce à la taxe à l'Église, la dîme. C'est ce qui conclut le chapitre 3 d'Histoire Québec-Canada, 3e secondaire. J'espère que ce petit vidéo vous a aidé à bien comprendre le chapitre. Donc, dans le chapitre, on a vu la fin de la guerre de conquête, la fin de la guerre de 7 ans, la première constitution qui est la proclamation royale, sévère envers les Canadiens, souvenez-vous. Après, vous avez la révolte de Pontiac, suivie par la suite de la deuxième constitution qui récompense les Canadiens de ne pas avoir participé à la révolte de Pontiac et de ne pas montrer une frustration face au roi d'Angleterre et ses décisions. Hein. Donc, l'Acte de Québec de 1774 qui récompense les Canadiens. On a vu qu'à cause de cette frustration, les 13 colonies vont créer la guerre d'indépendance, vont lancer la guerre d'indépendance américaine pour créer un pays autonome, les États-Unis. On a vu qu'à cause de ça, il y avait cette vague d'émigration hein, pour venir migrer vers le nord, vers la province of Québec, c'est loyaliste. Deuxième vague d'immigration, les loyalistes qui viennent s'installer dans la province of Québec, qui, elle, est toujours fidèle à l'Angleterre, et la création, donc, d'un nouveau territoire par cette deuxième vague.
On a vu aussi les Canadiens français qui sont restés dans les campagnes au lieu de faire du commerce de la fourrure et qui a créé un haut taux de natalité, plusieurs dizaines, voire même une centaine de milliers de nouveaux Canadiens français à cause de ça. On a vu aussi, à cause de l'arrivée des loyalistes, la création d'une nouvelle compagnie de fourrure qui vient faire une compétition qui dure pendant plusieurs années entre la compagnie de la baie du Son et la compagnie du Nord-Ouest, qui va se solder par la fusion des deux entreprises en 1821. On a vu l'importance de l'Église catholique tout au long de cette période qui dure à peu près 30 ans et qui va réussir à faire des compromis, se faire apprécier de l'Empire britannique, contrôler la population au niveau politique, mais aussi offrir certains services à la population comme l'éducation et comme la santé. Donc, merci d'avoir écouté. J'espère que vous avez appris plusieurs choses aujourd'hui et je vous dis à la prochaine fois. La vulgarisation de l'histoire. Si tu veux comprendre l'histoire, t'écoutes cette chaîne. L'histoire c'est partout, l'histoire c'est vivant, l'histoire ça nous entoure.